Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire pédagogique pour le second degré, donc qui s'inscrit dans le cadre du concours Zéro Cliché. Alors, très vite pour rappel, le concours Zéro Cliché, c'est un concours de production médiatique. Donc avec vos élèves, vous pouvez, réaliser soit des articles, soit des vidéos, soit des podcasts qui analysent ou déconstruisent les stéréotypes de genre dans la vie quotidienne et ça s'adresse à tous les élèves de la maternelle au lycée. Et donc là, on va s'intéresser, à des exemples de production, notamment pour le second degré. Et dernier rappel, vous avez jusqu'au, 6 avril pour inscrire, vos élèves et déposer votre production. On va pas, développer plus loin sur le concours parce qu'on a déjà fait un premier webinaire de présentation du concours, où on explique vraiment toutes les modalités, de participation et d'inscription, qui est disponible en replay, sur la page, du concours et si jamais, vous avez des questions, on pourra y répondre soit à la fin de ce webinaire, soit par mail. Et puis aujourd'hui, on va tout de suite, laisser la parole à 2 intervenants, donc à Didier Mira qui est déjà, avec nous, donc professeur documentaliste en lycée, et formateur, au Clémine et qui a déjà participé au concours. Donc il va revenir sur son expérience en tant qu'enseignant qui participe au concours et pareil pour, Denis Paris-Robin qui nous rejoint, d'ici peu et qui va aussi présenter, voilà son travail avec ses élèves, cette fois avec, une classe de 4e et voilà, je vais leur laisser tout de suite, la parole donc Didier, à toi. Bonjour, alors je vais partager donc mon PowerPoint. Le voilà. C'est bon là, il est bien affiché? Oui, oui, parfait. Hop. Donc je vais vous présenter le projet que j'ai fait, et que mes élèves ont fait, surtout en 2019. Oui, c'était avant le Covid, c'est toujours comment dire, on se rappelle toujours de ça par rapport à l'année 2020. Donc on avait fait un projet sur les femmes de la NASA. Alors, le résultat, donc, il est disponible en ligne sur YouTube. On avait fait une émission de radio enregistrée dans les conditions du direct, et puis on avait ensuite illustré, comme c'était sur YouTube, on avait illustré avec des images d'archives le podcast. Alors, on verra bien si on a le temps, on l'écoutera un petit coup après, à la fin de la présentation. Donc, alors, mon témoignage, moi, en fait, je voulais présenter comment lutter contre les stéréotypes liés à la mixité dans les métiers genrés. Parce que je suis dans un lycée professionnel industriel où il y a peu des garçons. Donc, en réalisant une émission de radio proposée au concours Zéro Cliché. Et donc, j'ai fait ça avec une classe de 3e prépa métier. Mais en fait, en faisant mon PowerPoint, je me suis rendu compte qu'à l'époque, ça ne s'appelait plus, enfin, ça ne s'appelait pas prépa métier, c'était les prépas professionnels, mais ça revient au même. Alors, le contexte, comme je disais, je travaille dans un lycée des métiers industriels. Il y a un problème de mixité, il y a très peu de filles. Donc, à l'époque, il y avait 2% de filles, je crois. Donc, très peu de filles, des élèves qui cultivent la posture masculine. Et puis, on a une forte volonté pour agir sur l'égalité filles-garçons. Il faut savoir quand même que je suis également le référent égalité filles-garçons. Et puis, on a été labellisé niveau 3, niveau expert. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, pour vous dire tout ce que l'on fait, tout ce qu'on essaie de faire pour attirer donc, les jeunes filles dans nos formations. J'ai une web radio aussi. Ah oui, non, je vais aussi dire que j'interviens avec certaines classes dans leur emploi du temps, même si je suis documentaliste. Par exemple, j'ai régulièrement, enfin, toutes les semaines, j'ai des accompagnements personnalisés avec les classes de 3e, ce qui me permet de faire pas mal de projets, surtout en EMI. J'ai une web radio qui est aussi assez active, donc ça c'est quand même bien pratique. Le matériel est toujours installé, il est prêt au CDI. Donc, il y a un club qui est assez actif. On a gagné pas mal de prix médiatiques. Enfin, 2, pas mal, c'est déjà quand même pas mal. Ouais. Et puis, ce prix Zéro Cliché aussi. Et puis, oui, en 2019, c'était quand même le cinquantenaire de la conquête de la Lune. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Alors, j'ai lu beaucoup de SF, les Tintins avec Objectif Lune, tout ça, et puis tous les autres films, Apollo 13. C'est vrai que c'est quelque chose qui
qui me plaisait et puis avec lequel j'ai beaucoup travaillé avec les élèves. Alors en fait, une grosse référence était le film Hidden Figures, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, qui s'appelle aussi Les figures de l'ombre en français, qui montre le profil de trois mathématiciennes qui ont réellement vécu. Et donc on est parti de ça aussi. Alors, je ne leur ai pas montré le film, mais moi je m'en étais beaucoup inspiré avant pour bâtir le projet. Donc la classe, moi je travaillais avec un demi-groupe de 12 élèves, il n'y avait que des garçons. Et puis il nous a fallu environ 6 semaines de travail à raison d'1 heure par semaine. Donc c'est quand même assez rapide à faire, enfin c'était, voilà, il fallait faire très vite quand même. Donc il y a eu différentes étapes. J'ai déjà présenté le projet, présenté l'outil WebRadio qu'ils ne connaissaient pas. J'ai présenté le projet, qu'on allait faire cette émission. J'ai contextualisé aussi, j'ai rappelé un petit peu ce que c'était que la guerre froide dans les années 50-60, et puis qu'en fait les deux blocs de l'Ouest et de l'Est se battaient en essayant de conquérir l'espace. J'ai surtout parlé aussi de la promesse de Kennedy qui, je ne sais plus quand il avait été élu, qu'il avait promis qu'à la fin de la décennie, les États-Unis enverraient quelqu'un sur la Lune. Voilà. Donc ça, la contextualisation, présentation du projet, c'était en gros la première séance. Ensuite, il y a eu 3 ou 4 séances sur les recherches documentaires, la construction ensuite du conducteur, et puis, dernière séance, l'enregistrement de l'émission. Voici donc les différentes étapes. Alors, il y a eu plusieurs types de recherches. Donc déjà sur les femmes scientifiques américaines. Donc ils ont travaillé sur, alors j'ai retrouvé mes archives, hein, sur énormément de femmes de la NASA à l'époque. Alors il y avait quand même pas mal d'afro-américaines, mais pas que. Je ne sais plus, je crois que c'est Margaret Hamilton qui est informaticienne. Alors on n'a pas pu tout dire parce qu'après on s'est rendu compte en enregistrant l'émission que ça aurait été trop long. Donc on a cité après que deux mathématiciennes. Et puis en même temps, ils ont fait des recherches aussi sur la ségrégation des Afro-Américains dans les années 50-60. Alors comment ils ont recherché? Il y a plusieurs types de recherches. Donc déjà, il y a la coopération, c'est-à-dire que tout le monde ne faisait pas la même chose. Ils travaillaient par binôme sur un personnage, sur une biographie. Et puis ensuite, on collabore en regroupant tout ça, puis en écrivant le conducteur. Ils ont fait aussi des recherches iconographiques pour la mise en ligne sur YouTube. Ça, c'est toujours le côté sympa, parce que chercher des images, c'est quand même toujours... ils aiment bien. Et puis, je voulais dire aussi que les recherches iconographiques, si vous utilisez... je sais, nous, on l'avait fait, mais si vous utilisez le site de la NASA, c'est une vraie mine pour... ils ont plein de choses sur les sciences, etc. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Voici un petit peu le type de fiches que je donnais aux élèves. Moi, j'avais dit, tiens, par exemple, Larry Jackson, ce sera Badis et Marco qui travailleront dessus. Donc, j'avais donné différentes informations à les rechercher. Là, j'ai fait une copie d'écran. Et donc, ils ont recherché la date de naissance, le décès, etc. Ils n'ont pas tout trouvé. Mais on a essayé de trouver, voilà, le type d'informations que je leur demandais de rechercher. Aussi, donc, sur la situation sociale aux USA. Donc là, c'était principalement pour les femmes, mais donc ils devaient rechercher la situation des femmes dans les années 50-60. En me citant, alors là, ils avaient trouvé une source, là, justement, ça c'était bien. Et puis, il y a eu aussi d'autres élèves qui avaient travaillé, comme je l'avais dit avant, hein, sur la situation des Afro-Américains aux États-Unis aussi à cette époque. Une fois qu'on a fait tout ça, on bâtit ce qu'on appelle le conducteur. Donc, quand on fait une émission de radio, en fait, alors là, c'est un conducteur assez simple où en fait, on écrit tout.
On voit, donc on a noté générique. C'est à ce moment-là que celui qui a la technique lancera le générique. Il y a des virgules. La virgule, c'est un petit son qui permet d'une ou deux secondes, qui permet de partager deux parties. Et donc, on écrit tout. Alors, comme on ne savait pas qui allait faire l'animation, qui allait présenter les chroniques, on mettait un blanc et qu'on a complété au dernier moment. Donc là, le conducteur, il était assez long quand même. Hein. Il faisait bien 3-4 pages. Je vous ai mis qu'une petite une première partie. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est tout rédigé. Donc ça permet de rédiger avec les élèves. Et alors, en fait, ça, quand on le rédige, on se met ensemble. C'est eux qui me dictent et c'est moi qui reformule. Ça permet d'aller plus vite. Voilà, parce que sinon, ça aurait été trop compliqué, je crois, avec les élèves de 3e prépa métier. Ils auraient pu le faire, mais ça aurait pris beaucoup de temps quand même. Donc ça, c'est le conducteur. Ensuite, on enregistre l'émission. Donc en 1 heure, c'est pareil, c'est assez rapide. Hein. Il faut bien expliquer comment fonctionne la web radio. Il faut répéter un petit peu. Donc j'explique comment fonctionnent les micros, comment il faut se placer par rapport au micro, comment tenir sa feuille, ne pas faire trop de bruit, comment bien parler. Pourquoi mettre un casque pour éviter les larcènes, pour entendre aussi si des fois, il y a, justement pour entendre les lancements des génériques, etc. Il y avait des élèves qui étaient donc à la technique, donc là on leur explique brièvement, rapidement comment fonctionne une table de mixage et un ordinateur pour lancer les sons. Ça c'était pour le trait des techniciens. Donc on fait une petite répétition, on n'a pas tout répété l'émission, mais une fois. Je crois quand même qu'ils n'étaient pas très satisfaits, puis ils l'ont fait 2 fois quand même, si je me souviens bien. Et puis après, on enregistre dans les conditions du direct. Donc c'est quelque chose que je fais tout le temps, parce que si on enregistre juste les voix des élèves, après ça demande beaucoup de montage et c'est très long. Alors, le résultat est des fois mieux, mais des fois, dans les conditions du direct, on a quelque chose qui est quand même plus spontané, plus... et puis c'est quand même beaucoup plus rapide et plus facile à mettre en place. Alors, le son de ma voix est un peu flou, c'est ça? Ah. Et c'est ce qui est indiqué. Je vais essayer désolé, de parler. on a un souci de son aussi de notre côté. Il y a un tout petit peu d'écho, mais voilà, il y a effectivement un peu d'écho. C'est peut-être ma pièce, hein, le CDI qui Oui, je pense. À mon avis, ça fait plus caverne, genre oui, CDI. C'est ça, oui. Ouais, caisse de résonance. Ouais. C'est rien de grave. D'accord, ok. Donc, comme je disais, oui, on enregistrait dans les conditions du direct. Voilà. Alors, je ne sais plus, parce que j'ai noté quand même 2-3 choses en même temps. Alors, c'est vrai que oui, l'enregistrement. Alors, c'est. Je crois que j'en parlerai après. Donc, après, il y a quand même un travail de post-traitement. Il faut faire le nettoyage de l'enregistrement. Alors, ça, en général, c'est moi qui le fais. Si vous avez des élèves qui sont assez à l'aise avec les logiciels audio, pourquoi pas leur donner. Après, s'ils arrivent à voir les petits bugs, les enlever, c'est quand même pas si compliqué que ça à faire. Et après, donc, je leur ai fait ajouter des images avec le logiciel vidéo. Comme ils avaient récupéré toutes les images, ils ont placé sur un petit logiciel de vidéo, j'avais placé la bande son et ils ont rajouté les images pour que ce soit à peu près synchronisé. Puis en fait, à la fin, c'était mis en ligne sur YouTube. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais avant, mais bon, voilà. Donc j'ai arrêté. C'est plus très RGPD. Voilà. C'est bon. Alors l'analyse. Donc c'est vrai qu'on a fait ce projet, puis ensuite, moi j'ai envoyé la bouteille à la mer. J'avais inscrit la classe au prix 0 cliché. Donc j'ai été content de voir qu'on avait été reçu. Donc, je pense que le sujet était quand même assez intéressant. Les femmes scientifiques, le choix de langue aussi, de montrer des femmes en plus souvent afro-américaines voilà, c'est un double handicap donc à cette époque-là. Bien penser au choix du format, mais ça, je pense que vous le verrez. Nous, on avait choisi un format audio, mais qui était quand même un petit peu vidéo aussi finalement.
Et puis voilà, je vous conseille donc de participer, même si le projet ne semble pas très abouti, parce que c'est quand même le plus important. Je reprends justement, ouais, on l'écoutera un petit peu, hein, quand on a fait l'enregistrement, je me disais que les élèves ils avaient bien aimé, ils s'étaient même un petit peu amusés. Puis le problème quand on fait de la radio, c'est un peu compliqué parce que si on commence à être trop encadrant, ben, les élèves se bloquent. Puis après, ils font plus grand chose de vraiment intéressant. Mais finalement, ça a l'air d'avoir plu, hein, en tout cas. C'est ça qui était bien, c'est que ça a marché. Le bilan pour les élèves, bah, finalement, ils ont quand même travaillé l'éducation aux médias à la formation. Donc, en voyant comment on faisait une émission de radio, comment on recherchait l'information, etc. Ils se sont rendus compte que ça ne faisait pas ça en se mettant devant le micro puis en parlant. Il y a tout un travail à faire avant. Ils ont pu travailler aussi sur l'égalité filles-garçons. Déjà, dans leur classe, ce n'était pas si évident que ça. Je crois qu'il y avait une ou deux filles que je n'avais pas dans ce groupe-là. Et donc, ils ont eu la récompense. Hein. Donc ça, c'était ça qui était vraiment, vraiment bien. Voilà, donc ils ont eu un bel article dans notre quotidien. Nous, c'est l'Est républicain, comme j'habite du côté de Belfort, dans l'Est de la France. Donc, bel article. Alors là, vous pouvez voir une partie de la web radio, CDI. Et puis, donc, les élèves ensuite étaient partis, on était montés à Paris, comme on dit, chercher le prix Zéro Cliché. Alors là, c'était une belle cérémonie. C'était les bureaux du Premier ministre, si je me souviens bien. Enfin, pas son bâtiment, mais enfin, où il y a tout d'autres. Il y a plein de. Tous les autres services liés au Premier ministre. Normalement, ça devait être mariné par Marlène Schiappa, mais qui n'avait pas pu être là, c'était dommage. Et voilà. Alors, je ne sais pas, j'ai le temps de passer la vidéo un petit coup? Oui, oui. Oui. Et Voilà. effectivement, c'est la salle de cinéma de Matignon où ça arrivait. Voilà. Il y a 2 années où on a fait la cérémonie dans ce lieu-là, mais c'est pas chaque année, c'est pas chaque année au même endroit. Donc cette année, ça sera peut-être pas dans la salle de cinéma de Matignon, mais on essaye en tout cas d'avoir toujours des lieux aussi sympas pour les élèves qui montent à Paris pour la cérémonie. Et oui, il y a le temps de passer la production. Alors, je vais repartir sur la vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale sur Radio Étincelle à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui a eu lieu vendredi dernier, le 8 mars, et pour fêter également le 50e de la conquête de la Lune. En effet, Badis, nous allons parler aujourd'hui des femmes qui ont œuvré pour la conquête spatiale dans les années 60. Margaret Hamilton et Mary Jackson. Alors, pour commencer, Yanis, tu vas nous resituer le contexte historique de l'époque. Merci Badis. En effet, après 1945 et la défaite de l'Allemagne nazie, deux blocs se forment et se font face, les USA et l'URSS. C'est la guerre froide. Ils ne se font pas vraiment la guerre, mais pour montrer leur puissance, ils se lancent dans la conquête spatiale. Le but est d'être le premier dans l'espace sur la Lune. D'accord. Mais quel rôle ont eu les femmes dans cette conquête? Les femmes n'ont pas vraiment été mises en avant. Elles ne sont pas allées dans l'espace ou sur la Lune, mais c'est souvent grâce à elles que les hommes et donc l'humanité a réussi à aller dans l'espace. Je vous présente maintenant Margaret Hamilton. Margaret Hamilton est née en 1936. C'est une informaticienne américaine et elle était directrice du département génie logiciel au sein du MIT, qui conçut le système embarqué du programme Apollo, qui doit prendre en charge les navigations et l'atterrissage sur la Lune. Dans les années 1960, Margaret Hamilton constituait une exception dans le milieu scientifique, essentiellement masculin, dans lequel les postes de responsabilité technique étaient rarement attribués aux femmes. Elle avait une petite fille et devrait affronter les critiques des personnes qui ne comprenaient pas qu'une mère puisse poursuivre une carrière en parallèle. Pour finir, maintenant, je vais vous parler de Mary Jackson. Mary Winston Jackson a vécu entre 1921 et 2005. Elle était mathématicienne et ingénieure. En 1951, elle rentre dans la section informatique de l'ancêtre de la NASA et travaille dans un groupe
de calculatrices. Ce groupe est composé entièrement de mathématiciennes afro-américaines. En 1953, on l'invite à travailler dans un département de recherche. Elle suit des cours du soir. Elle doit demander à sa ville une autorisation pour suivre les cours au lycée d'Hampton, car elle était réservée aux Blancs. Elle réussit la formation et en 1958, elle devient la première femme noire ingénieure de la NASA. Bilal, tu as étudié la condition des femmes et des noirs aux USA dans les années 60. En fait, 44% des femmes travaillaient dans les années 60. Mais surtout, elles devaient rester à la maison et s'occuper des tâches ménagères. Le président Kennedy a décidé de changer ça. Mais ça a pris du temps. Les Noirs avaient beaucoup de difficultés également à réussir car même si la ségrégation était interdite officiellement depuis 1961, en réalité, elle existait toujours. On a juste répété, je leur ai dit voilà, de mettre le ton. Moi, j'aurais voulu un ton un peu plus light. Mais finalement, non, mais c'est vrai qu'en réécoutant, c'était bien. Ils se sont amusés surtout. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, bon, super. Merci Didier. Moi, je m'appelle donc Denis Paris-Robin. Je suis professeur d'histoire dans un collège à Châteauroux, dans l'Indre. Là, je vais vous présenter le projet que j'ai mené avec mes élèves en classe de 4e l'année dernière pour la participation au concours Zéro Cliché. Pour information, la classe de 4e avec laquelle j'ai travaillé, c'est une classe dans laquelle il y a des futurs footballeurs professionnels. C'est le CTR, le Centre technique régional de l'Académie d'Orléans-Tours, qui a installé son internat à côté de chez nous, et donc ils sont scolarisés chez nous. Donc forcément, on arrive avec un certain nombre de préjugés pour ces garçons-là qui vivent entre eux toute la semaine, qui sont dans le milieu du foot, qui voilà, est un milieu quand même assez masculin, viriliste, enfin, je sais pas, peu importe comment on peut le qualifier, mais en tout cas, ils arrivent avec pas mal de représentations. Et donc, année olympique, nous avons décidé de travailler sur le thème du sport et de l'égalité filles-garçons. Voilà, donc je vous propose de regarder le support sur lequel j'ai travaillé avec eux, et puis je vais vous expliquer un peu la démarche, comment on a fonctionné ensemble. Voilà. Alors, normalement, vous voyez mon support? Oui, je confirme. Ouais, ok. Donc, on a commencé par une petite accroche statistique. Voilà, ça commence toujours un peu par un document qui permet de discuter un peu avec eux. Et donc là, l'idée, c'était de voir un petit constat social, puisqu'on se rend compte que les filles ont une pratique sportive moins importante que les garçons, par rapport notamment aux recommandations de santé, qui consistent à faire au moins 60 minutes de sport par jour. Et puis, aussi la question de l'investissement de l'espace public, et notamment des city-stades. Donc, je mets les sources à chaque fois. J'ai mis entre guillemets, c'est vraiment le copier-coller du centre Hubertine-Auclair. Voilà, donc on commence à discuter un petit peu avec ça, comment expliquer ces inégalités, et puis en quoi la pratique du sport pour toutes et tous est-elle importante. Donc là, il émerge plusieurs choses de la part des élèves, la question de la santé, la question aussi du manque de confiance que peuvent avoir les filles qui les empêchent de pratiquer du sport, qui les empêchent d'aller dans ces fameux city-stades qui sont quand même des lieux un peu regardés. Et puis après, la mixité dans l'espace public, voilà, l'appropriation plutôt par les garçons que par les filles, etc., etc. Donc là, on laisse en suspens un petit peu toutes ces questions, mais ça débat un petit peu dans la classe à ce sujet-là. Ensuite, toujours sur le centre Hubertine-Auclair, je continue avec la question des inégalités dans les sports, puisque là, voilà, 4% des jeunes filles font du rugby, 3% au football, etc. Donc, je leur demande d'expliquer un peu ces chiffres-là et puis comment ça arrivait un petit peu ce qu'ils ont de par leur éducation, de par leur construction d'identité. Un peu on arrive sur les représentations des élèves, en fait. Alors après, je continue avec cette question-là, qui est un peu une question piège, qui peut être tout à fait critiquable, mais certains ne tombent pas dedans, mais il y en a quand même quelques-uns qui
qui quand même cherche des sports de garçons et des sports de filles, et donc qui associe à un sport de garçons certaines qualités et à un sport de filles d'autres qualités. Donc l'idée là, c'est de voir un peu quelles sont leurs représentations à eux, avant d'aller voir un petit peu dans les médias ce qu'il en est, quoi. Donc là, on pose un peu des bases, un peu les prérequis pour la suite. Donc toujours dans la discussion. Et puis, dans cette discussion émerge souvent de la part des filles, notamment le fait que tout ça, c'est des idées reçues aussi, et que non, une fille peut tout à fait faire du foot aussi bien qu'un garçon, et qu'elles peuvent être parfois même meilleures que les garçons. Donc là, ça commence à grogner du côté de mes petits footballeurs en général. Ensuite, j'enchaîne avec la définition très basique de stéréotypes, mais surtout, je leur fais voir la vidéo des clés des médias sur les stéréotypes qui ne sont pas que des stéréotypes forcément sexistes. Ça peut être des stéréotypes liés à l'origine géographique, etc. Mais je ne sais pas si vous connaissez ces vidéos-là, elles sont assez efficaces à chaque fois, et elles permettent toujours d'alimenter la discussion. Donc, on commence à voir un peu ce que c'est qu'un stéréotype à partir de là. Et donc, l'idée, c'est de faire un peu le lien après vers le milieu du sport. Est-ce qu'il y en a dans le milieu du sport parmi les discours qu'on a autour de nous, et ensuite questionner, évidemment, pour le concours Zéro Cliché, questionner un petit peu le rôle des médias là-dedans. Donc là, pareil, je continue avec mes petites statistiques. Je leur dis, voilà, des études montrent que l'actualité sportive dans les médias est majoritairement consacrée au sport masculin. Donc, on aborde la question de la visibilité du sport masculin en disant que on fait voir davantage de sport masculin que féminin, surtout dans les sports qui sont populaires. Et donc, je leur fais voir une petite comparaison de une rapide pour poser aussi quelques bases. Donc, sur la une de l'équipe, à l'occasion de la remise du trophée du Ballon d'Or, donc Messi en était à son 8e Ballon d'Or, et donc sur la une de l'équipe, on voit évidemment Lionel Messi en une, mais on ne voit pas du tout le Ballon d'Or féminin. Alors, sur plusieurs années, cette année, là, c'est en 2023, ça. Cette année, je regarde à chaque fois, cette année, c'était plus équitable, mais ça fait plusieurs années qu'on voit le Ballon d'Or masculin, mais pas féminin. Tandis que sur une autre presse, alors c'est une presse espagnole, évidemment, la joueuse est espagnole, on a un traitement un peu plus égalitaire tout de même, puisque la page est partagée en deux, et on voit le visage et on voit les noms des deux personnes connues, quoi. Donc voilà, là, on alimente toujours un peu ces questions-là en disant peut-être que si on rendait le sport féminin plus visible, peut-être qu'il y aurait moins d'inégalités. Donc peut-être que les médias ont un rôle à jouer dans cette visibilité et dans cette lutte pour plus d'égalité. Une fois qu'on a passé un peu la discussion, les constats, on décide de partir un peu à l'action, et donc je leur présente le concours Zéro Cliché et je leur explique en quoi il consiste, ce concours. Alors, je leur dis que nous, on va travailler sur le podcast. C'est un choix que j'ai fait. Parce que si on commence à ouvrir les débats sur quel support, en fait, moi, je suis pris par le temps, parce que tout ça, je le fais dans le cadre de l'ENC en 4e, mais j'ai un programme à faire en histoire-géographie aussi. Donc, j'ai décidé d'accorder quelques heures à ça, et je ne peux pas y passer 2 mois non plus, quoi. Donc, je leur dis, nous allons faire un podcast sur la question. C'est un support qu'ils connaissent tout juste un peu, mais pas énormément au collège encore. Et c'est pourtant un support qui peut être très efficace parce que ça peut être court et puis très sympa à fabriquer. Donc, évidemment, avant de se lancer dans tout ça, je pose les prérequis. Voilà, c'est quoi un podcast? Donc, je leur fais écouter le podcast qui s'appelle RAFU, et qui est un podcast un peu long, 28 minutes, on ne l'écoute pas en entier, on écoute le début, pour comprendre comment s'est construit un podcast. Donc, c'est un podcast qui alimente en même temps le fond, puisque c'est pourquoi séparer les filles et les garçons en sport, une question qui est intéressante. Et je leur redonne, je leur demande quels sont les ingrédients d'un bon podcast pour eux. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un podcast? Donc là, on note au tableau, après, voilà, il y a des gens qui parlent, il y a du son, il y a de la musique, il y a des bruitages, il y a du rythme. Parfois, c'est pas la même personne qui parle, elle a parfois des invités, parfois on a des sons d'archives, pardon, etc., etc., quoi.
Donc là, on pose vraiment les éléments que les élèves vont ensuite devoir construire, sur lesquels ils vont travailler pour construire leur propre podcast. À partir de là, sur ces éléments-là, on établit, enfin c'est moi qui l'ai préparé au préalable, hein, une sorte de grille pour fabriquer ce podcast. Donc là, dans la forme, nous on a dit, puis c'est la règle du concours du Clémy de toute façon, la durée maximale du podcast c'est 5 minutes. Dedans il y a des sons variés. Voilà, des bruitages, des témoignages, interviews, micro-trottoirs. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ensuite, eux, ils vont pouvoir avoir la possibilité de faire ça, s'ils le souhaitent, de le mettre dans leur podcast. Il peut y avoir des musiques, alors de la musique libre de droit, bien sûr. Une voix off, c'est la base. Donc ça, c'est la voix, on va dire, du journaliste. Et puis d'autres sons, éventuellement, voilà, des scènes de la vie. Ça peut être plein de choses. En fait, le podcast, c'est très, très riche. Et c'est vraiment l'avantage, c'est qu'on peut mettre dedans beaucoup de choses. Ensuite, alors c'est un peu sous forme d'une checklist. Hein, voilà. Il faut des sons qui se succèdent de manière assez rythmée, parce que si c'est trop long, évidemment, c'est ennuyeux, on va décrocher. Et donc, dans le cadre d'une production médiatique, on veut d'abord être entendu par un public. Et puis, dans le cadre d'un concours, on veut aussi être entendu jusqu'au bout par le jury. Il faut des sons de bonne qualité. Donc là, il y a une formation très rapide que je leur fais sur l'utilisation de l'enregistreur numérique. Et puis ensuite, des sons bien égalisés, ça c'est pour les techniciens. Je vous présenterai après l'organisation au sein du groupe et dans la classe. Des sons libres de droit, je l'ai précisé, et des voix dynamiques. On essaye le plus possible de mettre du ton, ce qui n'est pas facile au collège, ce qui n'est pas facile quand on a la voix qui mue, des choses comme ça, et quand on a le regard des autres. Mais parfois, ça donne des belles choses, comme on a pu entendre avec Didier tout à l'heure. Pour la forme, c'était ça. Pour le fond, voilà, on essaye de mettre les grandes lignes. Hein. Il y a une phrase d'accroche au début pour essayer de capter l'attention. À la fin, on ne termine pas ça brutalement, on essaye de conclure, donc on a une phrase à la fin aussi. On essaye d'avoir une organisation, voilà, un propos clair, ça implique quand même de savoir où on va, donc on essaye d'être organisé selon un plan, de ne pas oublier qu'on s'adresse à quelqu'un, d'utiliser un vocabulaire simple, pas trop compliqué. Et puis, les informations incontournables, ça reste la règle des 5 W, donc ça, on en parle un petit peu à chaque fois. Et en histoire géo, on l'utilise un peu aussi, sans l'appeler forcément règle des 5 W, mais bon, ils savent un peu ce que j'attends derrière, quoi. Voilà pour la grille. Ensuite, je leur présente les étapes de la fabrication du podcast. Donc, dans un premier temps, on va étudier le sujet. On va donc faire des recherches, mettre ses idées au clair pour savoir un petit peu quels propos on veut tenir, comment on va organiser tout ça. Ensuite, la fiche podcast, ils vont la compléter, je vous la montrerai après. Et puis après, alors c'est après, et il y a un peu de pendant en réalité, parce qu'il y a des techniciens dans chaque groupe qui vont, eux, avoir un rôle particulier. Après, on va passer à l'enregistrement avec une écoute. On se réécoute pour voir si on est satisfait. Et puis, on termine par le montage et l'habillage sonore. Donc, la grille podcast, elle s'organise, je l'ai découpée en 3 parties, parce que sinon, ça allait faire tout petit à l'écran. D'abord, le sujet. Donc, ça, c'est un sujet, ils vont choisir, je leur propose 6 sujets différents, chaque groupe choisira un sujet. On introduit un peu la notion d'angle. Alors, on essaye avec une petite vidéo pour expliquer ce que c'est qu'un angle et de dire que le podcast, il ne se veut pas exhaustif, il ne doit pas tout dire de A à Z, il doit choisir de donner les informations les plus importantes et de les présenter sous un certain angle. Alors ça, c'est pas évident, la notion d'angle, pour eux, ils ont un peu du mal. C'est pas toujours facile, cette case-là n'est pas toujours très bien remplie. Ensuite, en dessous, on a la construction, la charnière, on va dire, avec un truc simple, introduction, développement, conclusion. Bon, c'est pas forcément, c'est assez académique, mais au moins, ça les guide un peu sur l'organisation, parce que je me rends compte qu'à chaque fois, c'est la phase recherche documentaire et écriture, c'est vraiment la phase la plus longue pour eux et la plus difficile. Un peu le syndrome de la passe blanche. Et la question qui vient, c'est mais qu'est-ce que je dois dire? Donc, j'essaye de les guider le plus possible par ce genre de petits supports, quoi. Donc, on présente le sujet, on essaye de l'illustrer de plein des manières différentes. Voilà, on pose le sujet. Ensuite, on explique, on définit, voilà, on questionne le rôle des médias, on peut
proposer aux élèves de donner leur avis sous forme d'un micro-trottoir. Enfin bon, il y a une petite liste comme ça. Ils peuvent choisir là-dedans ce qui les intéresse. Et puis, on termine le podcast par quelques phrases voilà, de conclusion, une chute. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire comment on termine de manière organisée et structurée jusqu'à la fin. Voilà pour le plan. Et une fois qu'on est parti sur le plan, donc je ne les mets pas tout de suite en phase de rédaction. Hein. D'abord, il faut qu'ils posent leurs idées au clair. Ils me les font valider à chaque étape. Voilà. Je fais valider le plan et je les fais passer à l'étape d'après. Et ensuite, je leur propose une petite grille comme ça, voilà, avec le début générique du podcast et puis différentes sections où ils vont écrire leur voix off. Entre crochets, ils vont mettre des sons à insérer. Ça peut être les tapis sonores, ce sera dans la case d'à côté. Donc, si jamais ils veulent mettre une ambiance, je sais pas moi, on est au bord d'un terrain de foot ou dans un gymnase, ils ont le droit et donc ils écrivent comme ça la structure de leur podcast. Voilà, et puis ensuite, on passe donc à l'enregistrement, au montage. Alors, sur l'organisation, voilà, ça, c'est les sujets, voilà. Donc, j'avais préparé des dossiers documentaires sur chacun des sujets, parce que sinon, ils partent dans tous les sens, et puis 2 heures plus tard, il y a 3 lignes décrites. Donc, je leur avais mis des dossiers documentaires sur chacun de ces sujets-là, avec ça peut être une publicité, ça peut être une affiche. Il y avait une affiche pour un match de volley, avec une athlète volleyeuse prise de dos et le ballon à côté du fessier et un plan assez gros autour du fessier en disant voilà, rencontre finale de la Coupe de France, machin, etc. Donc ça fait partie des documents que je mets dedans et puis ça peut être des articles de presse que j'ai trouvé intéressants, j'ai un peu déblayé au préalable. Donc voilà les thèmes. Pourquoi les sports ne sont-ils pas tous mixtes? Sport de gars, sport de filles, est-ce que ça existe vraiment? Dans le sport, les femmes peuvent-elles battre les hommes? Alors là, autant vous dire que les footballeurs de ma classe ont fait des bonds jusqu'au plafond. Pour eux, c'était évident que non. Sportifs de haut niveau, soient belles et sexy. Donc là, c'est dans ce document-là notamment qu'il y avait l'affiche pour les volleyeuses. Là. Et puis un dernier sur la testostérone, c'est réservé aux hommes, point d'interrogation, avec une question, enfin, c'était un peu plus compliqué, mais c'était un sujet qui était intéressant, puisqu'il y a des athlètes féminines qui génèrent plus de testostérone que d'autres athlètes féminines, et qui font qu'elles ont une musculature plus développée, elles subissent de la discrimination, puisqu'on leur demande de prendre des piqûres pour baisser leur taux de testostérone. Quand je dis on leur demande, ce sont les instances sportives internationales. Elles sont traitées d'hommes, enfin voilà, ce ne sont pas des femmes, etc. Donc c'était un sujet que je trouvais intéressant de proposer aux élèves. Et puis donc dans l'organisation, ils se répartissent par groupe, donc ils sont 25-27 dans ma classe, ce qui fait voilà 5 groupes de 5 à peu près. Ils vont analyser les documents, commencer à écrire, et moi, dans chaque groupe, je vais demander un technicien réalisateur qui va venir avec moi sur la première heure. Et sur la première heure, je vais le former à l'utilisation de l'enregistreur numérique et au montage audio avec Audacity. Et leur objectif, à eux, c'est de faire le jingle, le générique de début de l'émission déjà, avec l'enregistreur numérique, en enregistrant un slogan, on va dire, un nom de podcast avec un slogan, et en trouvant un son qu'ils vont mettre en tapis en dessous pour faire ce petit jingle. Une fois qu'ils savent faire ça, en fait, ils maîtrisent les bases suffisantes pour faire le montage du podcast complet à la fin. Donc, je prends 1 heure avec eux pendant que les autres travaillent sur leur sujet, et puis après, ils reviennent dans le groupe, et ils arrivent à ce moment-là, ils prennent connaissance de ce que les autres ont pu structurer, ils vont chercher les sons qui vont être adaptés. Sachant que pour gagner du temps, je leur avais mis un dossier dans lequel j'avais déjà mis des extraits audio d'archives. Donc parmi ces extraits audio, il y avait le premier commentaire du match de foot féminin en 1950, je crois, qui est un commentaire tout à fait élégant où on termine en disant que bon, finalement, ces femmes feraient peut-être mieux de retourner à la cuisine. Il y avait aussi un autre commentaire, c'était Marc Madiot sur un plateau télé qui disait qu'une femme sur un vélo, c'était moche et que le vélo, le cyclisme, c'est pas fait pour les femmes. Il était assis à côté de Jeannie Longo, juste à côté. Voilà, il y avait plusieurs extraits. Il y avait aussi l'extrait d'une émission sur Arte qui interviewe la personne qui a fait la fameuse affiche de volleyeuse. Et cette personne, c'est une femme. Et elle dit, voilà, vous voyez,
Là, on fait une photo un peu provocante comme ça, vous venez nous en parler. Quand on est championne de France, personne ne vient couvrir l'événement. Donc, sur la visibilité du sport, c'est des extraits audio que je trouve assez intéressants. Donc, après, ils les prennent pas, ceux qui voient. Il n'y a que ça que je leur donne. Pour le reste, ils vont chercher des musiques, ils vont chercher les bruitages sur des sites que je leur ai indiqués. Et puis, après, ils se mettent au boulot. Voilà. Alors, est-ce que oui, j'ai à peu près terminé ma présentation. Si vous voulez écouter la production d'élèves, si on a le temps, est-ce qu'on a le temps, Flora et Pauline? Oui, oui. Je pense que c'est bien de l'écouter. Ouais, ok. Alors, je ne sais pas si vous voulez l'écouter jusqu'au bout, mais au moins, je vous fais le début. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne. Et puis après, je terminerai. Uppercut, le podcast qui met KO le cliché. Même si vous n'êtes pas un grand fan de sport féminin, vous pouvez tout de même observer leur tenue particulièrement problématique dans la plupart des sports. Pourquoi les femmes doivent être sexualisées dans leur sport? Aujourd'hui, les sportifs de haut niveau subissent le diktat de la beauté physique, critère de visibilité et donc de performance. En 1874, les tenniswomen devaient porter une robe longue et un corset. Elles devaient être parfaitement à l'aise, n'est-ce pas? Nous allons maintenant écouter Sandrine Janin-Sanson. Suzanne Lenglen, elle va véritablement révolutionner la tenue vestimentaire en tennis. C'est la première à battre un tabou, à savoir la robe longue. C'est seulement en 1930 que le short féminin apparaît, mais plus les années passent et plus il se raccourcit. Les femmes ont décidé de ne plus se laisser faire. Est-ce une révolution? Peut-être pas. Ou du moins pas encore. Mais le début d'une nouvelle ère. Cela ne fait aucun doute. Je vais maintenant vous donner des exemples de révolte. D'abord, l'équipe de gymnastes allemands composée de Kim Bui, Pauline Schaeffer, Sarah Voss et Elisabeth Sayes ont décidé de porter une combinaison intégrale au lieu du juste corps obligatoire. L'équipe de handball norvégienne a reçu une amende d'environ 2600 € pour avoir porté des shorts à la place du bikini habituel. La chanteuse Pink a décidé de payer entièrement l'amende. Car oui, c'est illégal pour ces sportifs de porter ce qui leur semble approprié. Au JO de Rio, les joueuses de beach-volley égyptiennes portaient des tenues plus longues, un hijab, et elles étaient voilées. Nous allons maintenant vous citer quelques sports concernés par des tenues problématiques. Le beach-volley, volley, football américain, handball, tennis, athlétisme et tant d'autres. Nous allons maintenant laisser la parole à Melissa Plaza, ex-footballeuse internationale. Ah oui, on est un spectacle de délectation pour ces messieurs. Le patinage artistique, par exemple, la différence des tenues entre les femmes et les hommes dans le couple, la sexualisation des femmes, mais c'est hallucinant. On voit toutes leurs culottes, mais il ne faut pas croire que dans le foot, ça ne se passe pas non plus. Parce que dans le foot, les shorts ont petit à petit raccourci, les maillots sont de plus en plus près du corps, les manches sont de plus en plus courtes. En fait, c'est dans tous les sports pareil, évidemment. Parce que notre première tâche en tant que femme, c'est d'être l'objet de divertissement de ces messieurs, quoi. Des joueuses de beach handball ont refusé la sélection tricolore à cause du port obligatoire du bikini. Et encore, ça ressemblait plus à un string. Elles étaient mal à l'aise, c'est une réalité, dit Béatrice Barbus. Ensuite, Grace Lichtenstein a déclaré « Ayant grandi dans les années 50, j'ai accepté le concept que les sportives étaient des bêtes de foire. Une sportive sexy était un oxymore. » Les sportives, à cause des remarques et des critiques, finissent par développer des TCA ou même ne plus avoir confiance en elles et se rabaisser à porter des bikinis pour être appréciées. Nous écoutons maintenant un commentaire problématique sur le Tour de France féminin de 1984. 1984, année bénie pour les suffragettes après le Tour de France, le Tour des Miss. Et à côté des géants de la route, voici les mignonnes du bitume. Fin 19e siècle, les premières cyclistes ont fait remplacer la jupe longue par un pantalon bouffant qui découvrait les chevilles et à l'époque, les médias s'acharnaient sur leurs chevilles, alors qu'aujourd'hui, ils relaient des images de femmes presque en sous-vêtements. Écoutons maintenant la responsable de communication, Victoria Ravra. On a du mal à venir du monde dans les salles et c'est vrai que c'est vous aussi les journalistes, c'est un peu votre faute parce que regardez, dès qu'une affiche elle fait le bon, vous venez, dès que nous on est championne de France, il n'y a pas grand monde qui vient. Ensuite est venu le temps de la transmission télé de masse dans les années 60, c'est-à-dire cette même période que le corps minceur prime. Mal dans son corps, mal dans son sport. Hashtag le collège Lafayette du 36.
Voilà, bon, je me rappelais plus qu'ils avaient fait une petite dédicace au collège à la fin. C'est trop chou. Voilà, donc juste pour terminer sur cette production, donc on a fait 5 productions par classe. On a mis 5 heures. 5 heures de cours à peu près pour faire ça. Ça dure 4 minutes, donc 5 heures de la présentation, discussion de cours jusqu'à la production finale et le montage. Et moi, j'ai rien fait. Je pars du principe qu'un concours, le prof ne fignole pas derrière, donc ils ont arrêté quand ils ont jugé que c'était bon, et c'est eux qui ont vraiment tout fait, le montage, voilà. Alors après, là, vous avez écouté une production qui était plutôt bien, même s'il y a encore des choses à améliorer, parce qu'ils ont du mal à expliquer les fonctions des personnes qui sont interviewées. Parfois, on ne sait pas, c'est pas replacé tout à fait dans le contexte. D'autres productions étaient plus légères aussi, mais il y avait des sujets qui étaient plus difficiles à traiter que d'autres. Et je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet-là, mais là, il y a des extraits d'archives. Donc, j'avais contacté le Clémy au préalable, je n'étais pas totalement sûr, mais on a le droit d'en utiliser de très courts extraits pour illustrer le propos tenu dans ce cadre-là pédagogique qui plus est. Voilà, donc sur un podcast de 4 minutes, vous avez des extraits qui durent parfois 10 secondes. Ça reste un court extrait. C'est ce qu'on appelle le droit de courte citation. Voilà, j'ai terminé pour, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai terminé pour ma présentation et je vais arrêter mon partage. Ouais, c'était très bien, merci beaucoup Denis. Il y a déjà une première question, c'est est-ce que le travail a été mené en co-intervention avec un ou une professeure documentaliste au CDI, ou est-ce que tu l'as fait seul? Alors, Et pareil pour Didier. Moi, ça a été fait 1 heure en collaboration avec au CDI, parce que je voyais bien qu'on perdait vraiment du temps. Même j'avais cadré avec un dossier documentaire, mais il fallait quand même aller chercher d'autres informations sur Internet. Et là, on n'était pas trop de 2 pour le faire. Le reste, je l'ai fait tout seul en classe. La classe, on a 9 ordinateurs portables dans la classe, donc ça nous permet d'avoir un ordi par groupe en général. Voilà. Moi, j'étais tout seul, mais je suis le documentaliste. Hein, donc, ah oui. Pardon, Didier. Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai ce petit avantage, c'est que voilà, je fais chaque année 2 à 4 heures de cours qui sont inscrites dans l'emploi du temps des élèves. Donc, les troisièmes savent qu'ils ont cours avec moi chaque semaine. Enfin, voilà. Donc, ça facilite pas mal les choses aussi. Merci. Pendant qu'on cherche les autres questions dans le chat et pour vous laisser le temps d'en poser d'autres, je vais juste me permettre une toute petite remarque. Donc, on vous a proposé 2 productions qui sont 2 podcasts. On est bien conscient que c'est la même production finale, mais c'était pour vous faire remarquer qu'en fait, quel que soit le support que vous choisissez pour la production finale, la majorité du projet qui se fait en amont, c'est de la recherche documentaire et de l'écriture dans les 2 cas. Et que, en fait, à la fin, que vous fassiez un article papier, un article de blog ou une vidéo ou un podcast, finalement, il n'y a que cette dernière partie d'assemblage, de mise en image, de mise en son ou de mise à l'écrit qui va différer, mais que le reste du projet, finalement, est déclinable quel que soit le support. J'ai eu passer une question sur YouTube. N'y a-t-il pas de problème à diffuser sur YouTube? Alors, comme le disait Didier, je vais te laisser compléter, hein, évidemment. Il disait que c'était un choix qui était discutable, qu'il avait fait, mais qui ne referait pas forcément le même maintenant. Effectivement, on est tous mis devant ce choix à faire. Vous avez comme alternative pour respecter le RGPD, Peertube, qui est disponible dans vos académies. Vous pouvez vous connecter avec vos adresses académiques. Didier, je vais te laisser la parole parce que tu en as parlé du fait qu'effectivement, tu avais des choses sur YouTube, mais que tu avais arrêté. Donc, Oui, c'est des choses qu'on faisait beaucoup avant. Bah, surtout qu'en fait, on faisait même des émissions en direct. Dès qu'ils se filmaient, c'était de la radio un peu filmée. Et voilà. Et c'est vrai qu'on diffusait en direct. Donc, dès qu'ils se voyaient sur les retours, je disais, bah, c'est bon, on allait un petit peu loin. Mais oui, voilà. Donc, j'ai arrêté. C'est pas RGPD. Et puis, maintenant, j'utilise j'ai utilisé l'audioblog d'Arte ou sinon Podédu maintenant. Voilà. Moi, je mets sur Peertube. Hein. Je mets tout sur Peertube. Ouais. Il y a une instance qui s'appelle Numérique éducatif et vous créez votre compte et puis voilà, il y a largement de quoi publier, partager. Vous pouvez choisir de verrouiller aussi par un mot de passe la vidéo. Donc, c'est très RGPD compatible et ça marche très bien.
Alors, il y avait une question concernant les financements des déplacements pour participer à la cérémonie de remise de prix. Euh, Didier, je ne sais pas comment ça s'était passé pour toi à l'époque, mais Je sinon, je crois que, peux répondre. je crois que ça avait été pris en charge par le CLEMI, Ouais, alors, il on me ne prend semble. pas en Ouais. charge la totalité, c'est forfaitaire. Et parce que parce qu'on a un très petit budget et qu'on aime bien donner beaucoup de prix, donc on ne peut pas financer en totalité le voyage de tous les établissements. Donc pour partir sur l'équité, c'est un forfait chaque année pour aider un maximum les établissements lauréats à participer à la cérémonie. Mais en général, il faut effectivement une subvention en plus, ou soit c'est l'établissement qui paye, soit parfois il y a des mairies qui aident. Enfin, c'est vraiment au cas par cas. Voilà, et puis peut-être pour compléter aussi par rapport au format, c'est vrai que là c'était 2 podcasts. Si vous avez envie de voir des productions qui ont été primées sur d'autres formats, sur la page du concours, il y a les anciens lauréats en général qui sont publiés, donc vous allez pouvoir retrouver de l'écrit et de la vidéo. Ça peut être aussi intéressant de voir voilà, la différence entre les formats, Les mais projections. effectivement tout le travail il se fait surtout sur la recherche documentaire et sur l'écriture. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, vous retrouverez évidemment ce webinaire qui est enregistré en replay sur le site du CLEMI très très prochainement. Un troisième webinaire d'accompagnement pédagogique sera troisième webinaire, deuxième d'accompagnement pédagogique sera présenté au mois de janvier, mais plutôt à destination du premier degré. N'hésitez pas à passer information si vous avez des connaissances qui sont intéressées par le sujet dans le premier degré. Voilà, avec également 2 anciens lauréats qui présenteront leur travail, le travail de leur élèves. Et puis, on reste joignable. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous joindre à 0cliché@clinique.fr. Je vais mettre l'adresse. Et je vois donc DF. Non, je ne pourrais pas activer votre micro. Si vous avez une question, vous pouvez la poser dans le chat. Alors, le nom du site numérique éducatif, on peut diffuser des documents audio. Soit vous pouvez faire comme sur YouTube, vous choisissez un visuel, une vignette, et vous intégrez l'audio derrière ce visuel en faisant un petit travail de montage. Soit vous pouvez aller sur PodEdu. Après, vous avez des plateformes en fonction des académies, et ça, je ne connais pas les situations de toutes vos académies. Vous pouvez avoir accès à une Wikiradio, un service de Wikiradio de Saouti. Certaines académies y ont souscrit, pas toutes. Donc, en fonction de là où vous êtes, vous pouvez avoir cette solution-là pour héberger des audios. Alors, les supports, question sur est-il possible de recevoir les supports et pas uniquement l'enregistrement des webinaires? Les supports, donc, c'est Didier Paris-Robin et Denis Paris-Robin et Didier Mira. Si vous acceptez de partager vos présentations, on pourra les mettre à disposition sur la page du CLEMI. Avec le Voilà, replay. avec le replay. D'accord. Ok. Si celui plus général, on le mettra. C'est vrai qu'il n'est pas sur le site, on peut l'ajouter. Oui, on peut ajouter le PowerPoint. Voilà. En tout cas, bravo et merci. Oui, merci à tous les deux d'être disponibles. Merci. Merci. Et puis, au plaisir de vous retrouver toutes et tous parmi les participants de Zéro Cliché cette année. Donc, n'oubliez pas, la date importante, c'est le 6 avril. Il faut que tout soit déposé sur la plateforme de dépôt des productions avant le 6 avril. Oui, alors je réponds juste sur le numéro du CLEMI, on n'a pas de numéro. Enfin, il n'y a personne pour répondre. Donc, passez par l'adresse mail, vraiment, vous aurez une réponse, on vous le garantit. Mais effectivement, ça ne sert à rien d'appeler le fixe. Non. Ça ne fonctionnera pas. Et si vraiment, on a des téléphones portables, on pourra vous rappeler avec nos téléphones si la question le nécessite. Ouais, et du coup, le format est bien de 5 minutes
Alors, avec le Avec le générique, générique. oui, avec le générique. Bon, en général, les génériques dans les podcasts, ils sont assez courts. C'est hein. quelques secondes. Voilà, je pense qu'on peut. On peut vous souhaiter à on- toutes et tous une très bonne soirée, surtout beaucoup de courage pour cette dernière semaine. On sait qu'elle est difficile. Et puis de très très bonnes fêtes de fin d'année et on vous retrouve à la rentrée pour d'autres aventures. Ouais, et puis on retrouve vos productions qui Le 6, participent au concours. avril, surtout. n'oubliez pas, 6 avril.